On va en parler de ça et j'aimerais beaucoup, si les gens se sentent les cuillères pour le faire, avoir des retours de la communauté par rapport à la validité que l'on porte au diagnostic de syndrome d'air dans l'os au niveau médical. Quelle est la validité que vous ressentez de ça par rapport à votre expérience de malade chronique auprès du monde médical? Est-ce que vous vous sentez plus pris au sérieux? Personnellement, et je continue de le dire, je pense qu'il y a vraiment eu un avant-après mon diagnostic. C'est sûr même. Même si là, en ce moment, j'ai une grosse vague de poisse et que je vois un peu moins cette grosse différence cette année-là. C'est un petit peu difficile aussi de démêler à ce stade qu'est-ce qui est dû au syndrome d'air dans l'os et qu'est-ce qui est dû au fait que j'ai des symptômes qui sont pas sous contrôle, pas bien traités, pas bien pris en charge et que voilà. Donc ça sera à voir avec le temps, une fois que la situation elle sera un peu plus stabilisée. Mais malgré tout, dans ma grande case de privilèges, hein, clairement, il faut quand même que je remette le contexte, même si j'ai un avant-après très clair dans la prise en charge et le reconnu du sérieux de ma pathologie. J'ai quand même eu mon diagnostic qui a été vérifié 3 fois. J'ai eu le premier diagnostic, c'était fin 2017, qui a dû être refait parce qu'en fait, c'était fait avec les anciens critères, parce qu'en 2017, les critères de diagnostic ont changé. J'ai été diagnostiquée un peu dans les critères borderline au départ. Puis, ça a été confirmé début 2018 par le premier médecin qui m'avait été diagnostiqué que oui, je rentrais dans les critères de syndrome d'air dans l'os hypermobile de 2017. Puis, ça a été reconfirmé lors des ateliers du syndrome d'air dans l'os à l'hôpital par le médecin en génétique qui était là. Puis, je crois que c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, par un autre médecin qui, lui, vraiment, il connaît vraiment bien sa came, mais qu'il refait passer tous les critères de diagnostic à tous ses patients. Le diagnostic dure entre 3 et 4 heures avec ce médecin-là, donc je vous laisse imaginer à quel point il va dans le détail du truc, parce que il veut pas qu'après ça puisse poser problème et litige au niveau des assurances. N'empêche que pour un patient, être diagnostiqué, confirmé 3-4 fois entre 2017 et je crois que c'était 2022-2023, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça ne montre pas vraiment que le truc il soit vraiment pris au sérieux, qu'il faut vraiment tout le temps revérifier pour être non mais vraiment, vraiment, vraiment sûr. Et dernièrement, j'ai eu un rendez-vous en endocrinologie qui n'avait rien à voir avec mon syndrome d'air dans l'os, mais elle a posé une question pour savoir si j'avais certains symptômes ou si ma famille avait certains symptômes par rapport à ma transition, par rapport au risque de facteurs de risque et de savoir ce qu'il faut suivre ou pas. J'ai dit, alors écoutez, moi franchement, ces symptômes-là, rien du tout. Par contre, oui, dans ma famille, on a des cas de ça pour ma mère et ma grand-mère. Elle me dit, est-ce que vous savez dû à quoi c'est? Je dis, oui, syndrome d'air dans l'os. Et elle me regarde étonnée, puis elle me dit, ah mais du coup, c'est confirmé. Je dis, oui, moi ça a été confirmé 3 fois. J'ai été le premier cas diagnostiqué de ma famille et c'est suite à ça que ma mère et ma sœur ont été diagnostiquées. Pour moi, il y a 0 doute en fait. Mais le fait qu'elle pose la question, ça me laisse me demander, est-ce qu'il n'y a pas une note quelque part dans mon dossier où finalement il y a tout le monde qui va remettre le truc en question. Alors tout le monde, en réalité c'est pas tout le monde, mais il y a vraiment ce truc fréquemment de est-ce qu'on est vraiment sûr que le patient a un diagnostic officiel. Et ce que je me demande maintenant pour les gens qui ont suivi un peu l'histoire avec ma neurologiste, où je pense qu'en fait, la raison pour laquelle le parcours de soins s'est arrêté de cette manière avec elle, c'est qu'il y a un problème d'ego de sa part et qu'elle n'a pas aimé que j'amène des hypothèses médicales crédibles dues à mon syndrome d'air dans l'os et que ça change de sa ligne directrice de conduite. Est-ce que, outre un problème d'ego, est-ce que peut-être elle ne croit pas que j'ai un syndrome d'air dans l'os ? Qu'elle remet en question mon diagnostic et que du coup, si dans sa tête, je n'ai pas réellement un syndrome d'air dans l'os hypermobile, en réalité, est-ce que ça vaudrait la peine d'aller chercher sur une hypotension intracrânienne spontanée, une instabilité cervico-crânienne ou un syndrome de Chiari, en sachant que c'est des probabilités augmentées, on va dire, dans le syndrome d'air dans l'os hypermobile, mais beaucoup plus faibles, on va dire, dans la population générale. Ça pourrait expliquer des trucs. J'en sais rien. Je fais des suppositions, parce qu'à ce stade-là, je ne peux faire que des suppositions. Au bout d'un moment, je me remotiverai à redemander mon dossier médical auprès de certains secteurs pour à peu près mieux essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, voir s'il y a des choses aussi qui se sont dites en soum-soum. Ce que je conseille à tout le monde de faire, parce que dans le passé, on avait demandé nos dossiers médicaux, on a découvert des grosses dingueries qui se sont dites en soum-soum sur moi et d'autres membres de ma famille qui ont pu m'être confirmés par la suite dans ces rapports médicaux. Voilà, il y a certains médecins, vous n'avez peut-être pas envie de rester chez eux quand vous savez ce qu'ils disent par derrière à vos autres médecins. C'est pas ouf. Ou sur d'autres membres de votre famille. Voilà, c'est très très triste.
Mais du coup, c'est vrai que si moi, malgré tout, je pense que la majorité de mon équipe médicale est aussi convaincue que moi, que j'ai un syndrome d'air dans l'os hypermobile et fait vraiment tout de son mieux pour m'aider, il n'empêche que, malgré tout, le diagnostic a été remis en question plusieurs fois. Et moi, je rentre dans les clous à chaque fois, mais en fonction de s'il manque un critère, parfois, à un critère près, on se retrouve avec le diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité, qui devrait être traité de la même manière que le syndrome d'air dans l'os. L'air dans l'os Society, donc vraiment ce qui fait consensus mondial, le dit. Les études scientifiques à ce sujet le disent. Dans la pratique, en tout cas au niveau des assurances, c'est beaucoup plus le bordel. Et je pense sincèrement qu'au niveau du médecin, c'est aussi le truc de non, finalement, vous n'avez pas une maladie des tissus conjonctifs, vous êtes juste un peu hypermobile, suck it up. Donc, s'il y a des personnes qui veulent partager leur témoignage par rapport à la validité reconnue de leur diagnostic, comment ça a changé leur expérience, c'est un truc, je pense, c'est ultra intéressant pour la communauté, en sachant qu'évidemment, c'est nos expériences personnelles, que c'est pas le cas pour tout le monde, mais que quand même. Et je pense que c'est important que la parole se libère là-dessus. J'en profite pour rappeler, parce que je ne sais pas à quel point tout le monde est au courant par rapport à ça, que pour moi, diagnostic syndrome d'air dans l'os hypermobile avant ou après 2017, trouble du spectre de l'hypermobilité, même combat, hein, même team. Pour moi, c'est pareil. À chaque fois que je parle du CED hypermobile, si vous reconnaissez dans les trucs et tout ça, si vous avez un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité, si vous n'avez pas de diagnostic, moi, je m'en fous. C'est pareil, on a les mêmes galères, on a les mêmes combats. Donc on traitait à la même manière et c'est pour ça que j'espère vraiment que les changements au niveau de la nomenclature en 2026 vont également apporter un changement des critères de diagnostic du syndrome d'air dans l'os hypermobile pour quelque chose qui soit un peu plus représentatif et inclusif de la communauté. Parce que c'est pas le cas. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est pas qu'une théorie fumée sortie de mon chapeau. Si on cherche dans PubMed avec les études scientifiques, parce qu'il n'y en a pas des masses non plus, mais tout ce que j'ai vu s'accorde à dire qu'effectivement, il faut traiter les patients de la même manière, parce qu'on ne peut pas les différencier en termes de symptômes et en termes de risque, pour en tout cas syndrome d'air dans le hypermobile et trouble du spectre de l'hypermobilité. Voilà. Bon courage à tout le monde, pas simple. Bon courage à toutes les personnes en plus qui sont encore en errance de diagnostic. Perso, je n'en voudrais jamais à quelqu'un qui lâche l'affaire, qui en a marre de chercher, qui en a marre de se battre. Même si je vais tout le temps dire c'est dommage, ce serait mieux si patati patata. La réalité, c'est que j'ai quand même eu le cul bordé de nouilles et que c'est pas facile et que il y a certaines populations, certains groupes de personnes où c'est encore plus compliqué pour 15 millions de raisons. Et que je serais vraiment très très mal avisée de faire le moindre reproche à ce sujet. On est tous des survivants, des survivantes. Et voilà, moi à ce stade-là, je suis content de vivre un autre jour. C'est tout.